Alors, on s'imagine souvent qu'un mouvement politique, pour être fort, doit rassembler plein d'idées différentes. C'est la richesse du débat, non? Eh bien, et si c'était tout l'inverse? Si cette diversité était, en fait, sa plus grande faiblesse? C'est une idée assez provocatrice et c'est justement celle qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui en se basant sur un essai de Stéphane Leyers. La question, au fond, c'est ça. Est-ce qu'un mouvement doit être une sorte de grande tente accueillante où tout le monde trouve sa place, même si les contours sont un peu flous? Ou au contraire, une lance acérée, précise, tranchante, même si ça veut dire être moins nombreux? C'est vraiment le dilemme qui est au cœur de toute cette réflexion. Alors, pour commencer, plongeons directement dans le constat que fait l'auteur. Il regarde le mouvement libertarien et ce qu'il voit, eh bien, c'est une sorte de fragmentation. Des divisions qui, selon lui, sont un vrai problème. Et c'est ce constat qui va le pousser vers une conclusion, disons-le, assez radicale. Et tout ça, en fait, ça part d'une question. Une question toute simple, posée à ce qu'il raconte par un ami. Mais pourquoi le mouvement libertarien n'est-il pas homogène? Une question qui peut paraître anodine, mais qui va être le véritable détonateur de toute sa réflexion sur ce que ça veut dire, au fond, d'être uni. Parce que pour Stéphane Geyers, ces étiquettes, hayekien, rothbardien, opéen, ce n'est pas du tout le signe d'un débat sain et vivant. Non, pas du tout. Pour lui, c'est bien plus grave. Ce sont des fissures, des symptômes qui trahissent un mal beaucoup plus profond, un manque de cohérence théorique qui, selon lui, menace de faire s'effondrer tout l'édifice. Donc face à ce qu'il voit comme une sorte de cacophonie, la réponse de l'auteur, elle, est sans appel. Vraiment, il ne prend pas de gants. Il va rejeter en bloc l'idée même que plusieurs approches, plusieurs théories puissent coexister pacifiquement. Sa réponse, la voilà, noir sur blanc, ma réponse est clairement non. C'est on ne peut plus clair. Pour lui, il ne peut pas y avoir plusieurs théories valables en même temps au sein du mouvement. Tolérer des divergences sur le fond, ce n'est même pas une option sur la table. Et pour bien faire comprendre son point, il utilise une analogie assez frappante. Il nous dit en substance, attention, le débat idéologique, ce n'est pas un salon où l'on discute poliment d'opinions diverses. Pas du tout. Pour lui, la théorie libertarienne, c'est de la logique pure. C'est comme les maths. Et accepter une autre théorie, ce serait comme dire que 2 plus 2 peut parfois faire 5. C'est tout simplement faux. Ok, mais alors, comment peut-on être aussi catégorique? D'où vient cette certitude? Eh bien, son approche, c'est de tout construire, brique par brique, à partir d'un unique point de départ. Un principe fondamental qui, pour lui, n'est pas négociable. Voyons un peu comment il articule tout ça. Et voilà ce fameux point de départ, et la définition de la liberté telle que formulée par Rothbard, le droit de faire ce que l'on veut avec ce qui nous appartient. Pour l'auteur, attention, ce n'est pas une définition parmi d'autres, c'est la base, le socle. Pourquoi? Parce que selon lui, c'est la seule qui soit parfaitement, logiquement, compatible avec le principe de non-agression. Donc, la méthode qu'il propose, c'est vraiment celle d'une démonstration quasi mathématique. Étape 1, on pose les principes fondateurs, les axiomes, comme la non-agression. Étape 2, on applique une chaîne de déduction logique, sans faille. Et étape 3, on arrive mécaniquement à une seule et unique position cohérente. Dans ce système, il n'y a aucune place pour l'interprétation personnelle ou les préférences. Et c'est ça le point absolument crucial à comprendre dans sa pensée. Toutes les autres positions, sur n'importe quel sujet, ne sont que des déductions logiques de ce principe de base. Ce qui veut dire qu'un désaccord, ce n'est plus un débat d'opinion. Non, c'est perçu comme une erreur de logique, une faute de raisonnement. Quelqu'un qui arrive à une autre conclusion, c'est quelqu'un qui, quelque part, s'est trompé. Et il faut donc le corriger. Bon, d'accord, la théorie est très stricte. Mais en pratique, ça donne quoi? Comment est-ce que cette grille de lecture s'applique aux désaccords bien réels sur la stratégie politique ou sur des sujets de société concrets? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors là, l'auteur propose un cadre assez précis pour trier les désaccords. D'abord, il y a le désaccord théorique. Là-dessus, c'est non négociable, il le juge incohérent et à corriger. Ensuite, il y a la sensibilité personnelle. Là, c'est plus souple. On peut avoir des sentiments différents, par exemple sur l'avortement, à une condition, qu'on reconnaisse quand même la conclusion logique qui découle de la théorie. Et enfin, il y a le désaccord stratégique. Et là, tout dépend de la question, est-ce qu'on vise bien le même objectif final? Prenons un exemple qu'il donne lui-même, l'immigration. Pour lui, l'idée de frontières ouvertes au nom de la libre circulation est une erreur logique. Pourquoi? C'est simple. Son raisonnement, c'est la libre circulation, ça s'arrête à la porte d'une propriété privée. On ne peut pas entrer chez quelqu'un sans son accord. Donc, déduire de ça un principe de frontières ouvertes, pour lui, ça ne tient pas la route, c'est une déduction illogique qui viole le principe de propriété. Et c'est exactement la même logique pour la stratégie. Prenons le minarchisme, l'idée d'un État réduit à son strict minimum.
Pour beaucoup, c'est une étape. Mais pour l'auteur, non. Le minarchiste a pour but final un état minimal, même s'il est tout petit. Alors que l'objectif libertarien, selon lui, c'est l'absence totale d'état. Ce ne sont donc pas deux étapes sur le même chemin, ce sont deux destinations différentes et donc fondamentalement incompatibles. On arrive donc au terme de son raisonnement. Et la conclusion peut paraître paradoxale. Toute cette rigueur, cette intransigeance, ce n'est pas pour diviser. Au contraire, dans sa vision des choses, c'est la seule et unique façon de construire une unité qui soit réelle et solide. Il le dit lui-même, son but n'est pas de s'ériger en dictateur des idées. Il est bien conscient que son approche peut sembler dure, mais il la présente comme une nécessité. Pour lui, c'est la condition sine qua non pour bâtir un mouvement qui soit à la fois fort, crédible et qui puisse avoir un impact. L'idée, c'est de réussir à unir tout le monde sur une seule ligne, la ligne qu'il juge cohérente. Et je crois que cette phrase finale de son essai résume absolument tout. Pour pouvoir s'unir, il faut s'unir sur les idées, pas sur la tolérance. Voilà, tout est dit. L'unité véritable ne naît pas du fait qu'on accepte gentiment les désaccords des autres, mais du fait qu'on partage tous la même base idéologique, solide et cohérente. Et cette analyse, finalement, nous laisse avec une question bien plus large, qui va au-delà de ce seul mouvement. Pour n'importe quel mouvement d'ailleurs. Où est-ce qu'on place le curseur ? Où se trouve la frontière entre la cohérence idéologique, nécessaire pour agir, et l'isolement intellectuel, qui peut mener à la secte ? Est-ce que cette pureté est une force ou une prison ? La question, bien sûr, reste ouverte.